Bienvenue dans Legacy in Motion, le podcast qui met en lumière les parcours de femmes et d'hommes qui transmettent leur expérience, leurs valeurs et leur engagement au service des autres. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas, dont le parcours professionnel s'est construit dans le secteur bancaire et la formation professionnelle bancaire. Après une carrière riche en responsabilités et en transmission de compétences, Nicolas poursuit aujourd'hui son engagement sous une autre forme. Retraité, il consacre une grande partie de son temps au sein de Lions Club International, où il exerce des responsabilités à l'échelle francophone et européenne. En tant que groupe leader, il accompagne les futurs gouverneurs de district dans leur développement en leadership. En tant qu'area leader, il soutient les initiatives de développement des effectifs des Lions Clubs en France, en Belgique et au Luxembourg. Nous allons découvrir comment une carrière peut se transformer en mission de transmission et comment le leadership continue de s'exercer bien au-delà de la vie professionnelle. Nicolas, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Merci et bonjour à tous. Alors pour commencer, pouvez-vous nous raconter votre parcours dans la banque et ce qui vous a conduit vers la formation professionnelle? Oui, alors c'est un parcours, on va dire, riche en émotions parce que je suis rentré en fait très très tôt dans la banque. C'était un stage de vacances où j'avais 17 ans. Et puis à la fin du stage, on m'a demandé si je voulais rester. Alors j'étais un petit peu réticent en disant mais il faut que je poursuive mes études. Et à l'époque, la banque proposait de faire des études à l'intérieur de l'établissement bancaire. Et donc, j'ai commencé à tout d'abord faire mon service militaire, tout en étant salarié de la banque. Et puis ensuite, j'ai fait une carrière professionnelle. Enfin, j'ai passé plusieurs diplômes, le CAP, le brevet professionnel, l'Institut technique de banque, et puis beaucoup de stages qui m'ont permis en fait de faire une formation qui va jusqu'à Bac+5 avec des équivalences de diplôme jusqu'à Bac+5. Donc voilà, j'étais pas du tout destiné à faire une carrière dans la banque, mais bon, l'opportunité s'est faite comme ça. Voilà. Donc, alors, j'ai commencé dans un centre administratif à déjà découvrir comment fonctionnait un établissement bancaire avec des tâches administratives de rangement et de suivi des faits de commerce. Et puis, très vite, je me suis orienté vers des fonctions commerciales. Alors, c'était une époque formidable parce qu'on pouvait choisir les formations qu'on voulait faire. Et comme j'avais envie de faire un petit peu de relationnel avec des clients, eh bien, je me suis orienté vers un ensemble de formations, formations professionnelles sur la relation client, sur les échanges avec la clientèle. Et puis, j'ai été donc après conseiller de clientèle, chargé d'affaires entreprises, directeur d'agence. Voilà, j'ai fait toutes les fonctions commerciales d'agence bancaire. Et puis, donc ensuite, on m'a proposé de rejoindre le département communication qui se créait au sein de la banque dans laquelle je travaillais pour représenter le réseau de commerciaux. Et là, j'ai commencé à travailler, j'ai découvert des domaines sur la communication d'entreprise, les schémas directeurs d'image, etc. Et tout se construisait, donc on était vraiment des pionniers en fait dans cette banque pour construire quelque chose de tout à fait nouveau avec une organisation très, très minutieuse, très centrée sur le client. Donc c'est ce qui m'a passionné. En fait, on construisait tout à partir de l'expérience client. Donc ça, c'était vraiment formidable. Donc j'ai passé une bonne dizaine d'années dans ce job. Ensuite, je suis passé un petit temps à la direction de la qualité sur des suivis de programmes qualité, mise en place de programmes qualité. Et puis ensuite, il y a une rupture. Je me suis orienté vers la formation professionnelle bancaire. Enfin, depuis toujours, je faisais des formations. Enfin, on m'a demandé très très vite d'assurer des formations professionnelles. Et puis, j'ai intégré en fait après la Maison de la Finance, qui est un collectif à Nancy qui rejoint plusieurs structures, dont la Fédération bancaire française, l'Association des professionnels de la finance, et puis le centre de formation d'apprentis, où j'avais été plus ou moins formé d'ailleurs sur un certain nombre d'éléments de mon parcours. Et puis, donc j'ai pris la direction de ce centre de formation et on a recréé des diplômes avec l'université, on a remis en place tout un ensemble de choses qui n'existaient pas. Et donc,
c'était vraiment formidable de créer des choses nouvelles, d'être un peu des pionniers dans le domaine de la formation professionnelle. Bon, en fait, là, l'objectif, c'était d'emmener à l'emploi des jeunes qui arrivaient chez nous à partir de Bac+2 et de les emmener sur des diplômes qu'on avait montés avec l'université jusque Bac+5. Et donc, ça nous permettait de former des chargés d'affaires entreprises, des conseillers de clientèle, des directeurs d'agence. Alors, je parle au passé, mais ça existe toujours, en fait. C'est une structure qui existe toujours et qui forme maintenant plus de 300 apprentis tous les ans dans le domaine de la profession bancaire, sur la partie où j'habite, hein, en Lorraine, en France, à Nancy. Et Donc, voilà déjà. c'est une structure que vous avez pensée, vous, que vous avez Non, alors moi, inventée? non, non, elle a été faite par mon prédécesseur, enfin toute l'équipe enfin, mon prédécesseur et toutes les équipes de la profession bancaire de l'époque. Et moi, je suis arrivé dans la deuxième année de la mise en place de la Maison de la Finance, parce que mon prédécesseur voulait partir en retraite. Donc voilà, mais les relations avec l'université étaient formidables parce que il fallait faire comprendre aux universités que la professionnalisation était une voie professionnalisante et que c'était aussi bien que de continuer ses études à l'université. Mais ça, c'était pas facile. Les universitaires, en fait, voient plutôt l'apprentissage comme une voie secondaire, en fait, par rapport à la voie royale qui est d'aller le plus loin possible dans les études universitaires. Et comment vous avez réussi à établir la connexion et à expliquer? Bah, je Quels dirais qu'on a moyens eu vous la avez mis en chance, œuvre? Hmm. ouais, on a eu la chance d'avoir un interlocuteur à l'université qui nous a écoutés, qui a écouté que la profession avait vraiment besoin de labelliser les diplômes qu'elle mettait en place, parce que nous, on avait les diplômes, mais ils n'étaient pas validés officiellement au sein de l'université. Et on avait besoin aussi d'avoir des formations universitaires pour compléter les parcours professionnels. Et donc, je pense qu'il a compris très vite tout l'intérêt de faire entrer dans le monde bancaire, en fait, l'université de Lorraine à l'époque, l'université de Nancy et l'université de Lorraine, de faire entrer, de donner un label, en fait, au format professionnalisant. Mais c'est vrai que sans cette personne-là, je pense qu'on aurait eu du mal. On a essayé sur d'autres territoires comme Reims ou Besançon. C'était beaucoup plus difficile parce que bah, on n'est pas reconnu en tant que diplôme professionnel et souvent il y a beaucoup de réticences. Mais ça a été vraiment un esprit, je dirais, transversal, c'est-à-dire que à l'époque, nous étions beaucoup à travailler pour un espèce de collectif, en quelque sorte. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, et les professions ont évolué, et chacun est dans son élément de réussite, veut réussir dans sa vie professionnelle, et donc passe beaucoup moins de temps à travailler sur les effets collectifs de ce qu'on peut faire. Donc là, on a eu la chance d'avoir une équipe qui avait envie. En fait, c'était des patrons de banque, c'était des universitaires qui avaient vraiment envie de créer quelque chose. Et quand on a des gens qui ont ces ambitions-là et le pouvoir qu'ils avaient à l'époque bah, de mettre de l'argent, d'octroyer des budgets, de passer du temps à construire des maquettes de diplômes, etc., bah forcément, ça aide énormément. Et on a eu l'appui aussi du Grand Nancy, c'est-à-dire donc toutes les équivalents donc maires de la ville et donc du collectif politique qui avait misé, qui nous a mis en place en fait, qui nous a permis d'avoir des locaux pour pouvoir travailler. Donc on avait tout un étage je ne sais plus la surface, mais on avait quinze salles de cours, 15 salles de cours avec des parkings, enfin voilà, tout ce qu'il fallait pour pouvoir mettre en place quelque chose de très bien. Voilà. Et Nicolas, y a-t-il une leçon que vous avez apprise très tôt et qui vous accompagne encore aujourd'hui? Ouais, il faut rien lâcher. Faut, même si parfois les projets paraissent fous, bah, des fois, il faut y aller quand même, quoi. Faut pas abandonner. Et puis, il y a toujours une petite lumière qui s'allume à un moment donné et qui fait qu'on trouve une voie qu'on n'avait même pas imaginée. C'est vrai que parfois, il y a des moments de déception ou de découragement très très forts. On se dit on n'y arrivera jamais. On avait souvent nos propres ennemis à l'intérieur de nos structures, hein, des gens qui ne voulaient pas forcément développer tout ça. Parce que ça coûtait trop cher, parce que c'était pas intéressant, parce que ça servait à rien, parce que... Et voilà, faut pas écouter. Je crois qu'il faut toujours regarder bien loin devant et puis bah, avancer. Puis voilà.
Ça se fait tout seul. Et vous le pensez encore en 2026 pour les jeunes qui vont vous regarder là? Je pense que l'environnement a changé. Ça, c'est sûr que, on a moins de gens disponibles, hein. Grosso modo, je pense que tous les gens qui ont des responsabilités dans les entreprises, en fait, sont fortement accaparés par leur entreprise. Et puis, on peut le comprendre. Donc, mais je pense que on arrive quand même parfois à avoir une volonté collective de faire des choses. C'est ce qu'il faut défendre d'abord. C'est de montrer l'intérêt, et puis c'est se battre pour l'avenir, et puis essayer de pas lâcher, parce que quand on lâche, en fait, ben, c'est d'autres qui prennent les décisions à notre place. C'est plus sur place, ça se décide dans des hautes sphères, souvent à des centaines de kilomètres de là. Et puis on a des jobs qui sont de moins en moins intéressants, en fait. Voilà, voilà, ne rien lâcher. La transition vers une nouvelle phase de vie. Comment Oui, avez-vous vécu le passage à la retraite? ah ben moi je voulais pas partir en retraite, c'est clair. Je me sentais bien dans mon job. Donc j'ai fait 2 ans, un petit peu 2 ans de plus. Et puis à un moment donné, en fait, bah, je prenais des responsabilités de plus en plus au Lions Club. Ça me passionnait. On était avec une équipe de Lions qui était super sympa, qui avait envie de développer des tas de trucs. Et puis je me suis dit, bon, bah voilà, c'est le moment, je pars en retraite. Et puis, bah voilà, ça s'est enclenché parce que j'avais d'autres projets, en fait. Et puis, j'avais une super équipe à la Maison de la Finance, avec une personne qui pouvait très facilement me remplacer. Donc, ça m'a décidé à partir. Et justement, l'engagement au Lions Club International, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette organisation? Ah bah c'est une grosse partie de ma vie, hein, parce que le Lions m'a permis aussi. Moi, je suis rentré dans la profession bancaire, je savais rien faire, j'avais quasiment pas été à l'école. Le Lions, j'y suis rentré très tôt, j'avais 34 ans, je crois. Je suis rentré au Lions Club. Bah, ça m'a permis de gérer une équipe, ça m'a permis de gérer des projets, de rencontrer d'autres professions, d'avoir une ouverture sur d'autres métiers. Et ça m'a énormément aidé. Il faut dire que le Lions, notamment dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, le Lions est fortement utilisé par les jeunes cadres, parce qu'en fait, c'est un territoire d'expérience pour eux, et ça évite de faire des bêtises dans la vie professionnelle. Donc, on utilise la structure Lions pour apprendre, parce que on forme aussi sur le leadership, et donc ça permet de former de nombreux jeunes cadres qui veulent avoir de l'expérience par la voie associative. Alors, vous Voilà. dites Lions, vous dites pas Lions? Oui, je dis Lions. Ouais. C'est vrai que mes copains européens disent Lions. Donc, vous accompagnez les futurs gouverneurs francophones en tant que groupe leader. En Ouais. quoi consiste concrètement cette mission d'accompagnement? Alors en fait, il y a des programmes qui ont été mis en place sur le plan international par le Lions Club à divers niveaux, et on a un programme détaillé pour les futurs gouverneurs. Alors, un gouverneur, c'est quelqu'un qui va faire la liaison sur l'équivalent d'une région en France, hein. Par exemple, dans l'Est, il y a 110 clubs, ça fait 2200 personnes. Alors, c'est pas un rôle hiérarchique, c'est un rôle facilitateur. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller voir, de rencontrer les clubs, de voir quels sont leurs problèmes, leurs préoccupations. Et puis, c'est aussi de passer des grands messages de la stratégie du Lions Club. Donc, euh, il faut développer, en fait, déjà une bonne connaissance de la structure Lions, de la stratégie, de ce qu'on veut y faire, de faire partager ces valeurs-là, et puis d'aider donc nos futurs gouverneurs à pouvoir exercer leur mandat d'une année, hein. Ça dure qu'un an. Ils sont formés pendant 2 ans, mais ça dure qu'un an. 2 ans de formation et un an gouverneur. Voilà. Et donc, alors, dans le programme, on fait beaucoup de leadership. En fait, c'est de la gestion d'équipe, gestion de projet, aptitude au changement, euh, en plaisantant, gestion du bazar ambiant. Gestion et acceptation du bazar ambiant, voilà, et puis communication positive, etc. Enfin, plein de sujets comme ça. Et puis, alors, mon rôle, c'est aussi de fédérer des gens qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire que là, moi, j'ai un groupe de francophones avec des gens qui sont à la fois de La Réunion,
du Canada, de l'Afrique du Nord, des gens qui sont à- en Nouvelle-Calédonie. Alors, il faut trouver des heures pour travailler. C'est pas facile, parce qu'il y en a qui se lèvent, il y en a qui se couchent, etc. Et puis ça permet en fait de créer en fait des échanges internationaux avec des gens qui se connaissaient pas au départ. Et moi je les ai en visioconférence une bonne quinzaine de fois pendant une année. Donc il y a une autre personne qui s'occupe de la formation, la toute première formation des deuxièmes vice-gouverneurs. Après ils deviennent premiers vice-gouverneurs, donc là c'est là où je les accompagne. Et donc, ça se termine à la Convention internationale. Donc, on a un lieu dans le monde où tous les ans, on fait notre convention internationale. Et là, on finit avec 2 jours de présentiel. C'est là où les gens se retrouvent. Ils se connaissaient par visioconférence et on se retrouve tous cette convention internationale. On peut être parfois 15 000 ou 20 000, hein. Voilà. Et Et donc, on termine. quels sont les objectifs et les résultats, l'impact direct sur les sociétés à travers cette initiative? Bah, c'est-à-dire que c'est pas facile parce qu'on a des gens qui ont des profils très différents, hein. On a des gens qui ont jamais fait de management, par exemple des gens qui étaient profession libérale, ne connaissent pas du tout le management, donc ils apprennent. On a des gens qui ont géré des multinationales et il faut qu'on arrive à faire travailler ces gens ensemble. Et puis on a je dirais un challenge de transformation énorme. Aujourd'hui, on est un mouvement bon, qui a été créé en 1917, qui était très sélectif, en fait, qui réunissait dans une ville des gens qui étaient de notoriété, etc. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans le service. Et on est passé à complètement autre chose. Et donc, on doit donner cette vision à ces gouverneurs pour insuffler ce courant nouveau dans les clubs. Mais il y a une résistance énorme, énorme, résistance au changement qui est considérable. Et on a encore aujourd'hui des clubs qui fonctionnent comme au 19e siècle, hein. Voilà. Et donc, il y a des challenges très importants. Selon les pays, c'est assez différent. C'est Euh, intéressant comme problématique. ah oui, 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 oui. Qu'est-ce qui Et il faut explique cette trouver. résistance et comment amener vers le changement face à autant de résistance? Voilà, Vous c'est avez pour des ça que points de chute? j'ai le petit logo, la mission 1.5, qui est notre mission, c'est qu'on soit donc 1,5 million à servir au 1er juillet 2027. Ça fait depuis 23, ça fait 5 ans qu'on a mis ça en place. Et l'idée, c'est vraiment de transformer les mentalités, d'ouvrir sur des gens plus jeunes, de changer les modes de fonctionnement des clubs. Faut qu'on s'adapte. Si on s'adapte pas, on disparaît. Et donc, il faut Changement, s'adapter. oui. Changement de paradigme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, Nicolas, vous êtes également area leader au sein d'une équipe européenne. Comment Oui, cette dimension internationale enrichit-elle votre action? Même, je dirais, votre vocation. alors ça, c'est vraiment le deuxième job que j'ai au niveau du Lions Club, qui est de fédérer en fait l'ensemble des pays, alors en Europe, hein, puisque moi je fais partie d'un groupe de 12 personnes comme moi, qui représentent chacun un pays d'Europe. Et l'idée, c'est d'essayer de penser, d'imaginer l'avenir, de mettre en place des actions de soutien. Et donc, on a une structure mondiale d'action qui définit à tous les niveaux. On a des équipes de personnes qui partagent nos travaux et qui les distillent tout au long des clubs, à tous les clubs, pour apporter du soutien. Donc l'idée, c'est de faire naître des initiatives, et puis quand les clubs ont envie de se transformer, de changer, etc., ou de faire des actions nouvelles, nos équipes interviennent pour aider les clubs à se transformer. Donc ça complète complètement la formation des gouverneurs, hein, c'est vraiment en phase. Alors moi, j'ai pas les mêmes groupes. Quand je suis groupe leader, j'ai des groupes de francophones sur toute la planète. En fait, il y a 2 groupes de francophones dans le monde. On représente moins de 40 personnes sur 750 gouverneurs dans le monde. Oui, c'est à peu près l'impact de la francophonie dans le monde. Donc ça, c'est une partie du groupe. Et quand je suis AERA leader, en fait,
les responsables de mon territoire, donc la France, Belgique, Luxembourg principalement. Et donc là, je travaille avec eux pour développer des choses concrètes dans leur pays, voilà. Avec des différences de culture énormes. Ça paraît pas, mais entre la France, la Belgique et le Luxembourg, on fonctionne absolument pas de la même manière. C'est amusant, quoi. Et donc, il faut arriver à s'adapter aussi au blocage des uns et des autres pour essayer. Donc, on n'adopte pas du tout les mêmes stratégies dans ces différents pays, quoi. Mais bon, c'est marrant, hein. Peut-être donner ou partager un exemple? Un exemple, bah, par exemple, quand on fait de la prospection, on essaye de se développer, hein. En fait, notre job, c'est de dire, il y a de plus en plus de besoins dans le monde, que ce soit la faim, le cancer infantile, la vue, enfin tous les sujets sur lesquels on travaille. Donc, on a besoin de plus de personnes. Et par exemple, pour se développer en France, ce qu'on fait, c'est qu'on on va voir les mairies et les communautés de communes pour leur apporter du bénévolat. En fait, on vient les voir en leur disant, est-ce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire sur votre territoire qu'on pourrait prendre en charge? Alors, c'est de l'environnement, c'est de l'accompagnement d'étudiants, enfin, des programmes dans tous les sens. Et puis, donc, ça nous permet de nous développer. Et quand on arrive avec ça en Belgique, bah, les Belges nous disent, non, mais nous, on peut pas rentrer en contact avec les communes parce qu'ils nous connaissent pas, ils veulent pas nous connaître. Et donc, la stratégie, elle ne peut pas s'appliquer en Belgique. Du moins, pas tout à fait comme ça. On est obligé de s'adapter. Et au Luxembourg, par exemple, bah, le Luxembourg, eux, ils veulent pas. C'est encore autre chose. Ils veulent pas se développer parce qu'ils veulent rester comme ils étaient en 1950. Ils veulent pas changer. Et donc, c'est complètement hermétique. Moi, si je vais au Luxembourg, je dis mission 1.5, je peux sortir tout de suite, je te suis viré. Donc, il faut trouver d'autres stratégies. On s'adapte. Et peut-être l'autre stratégie, c'est de ne pas avoir besoin des communes, Voilà. L'autre de stratégie, bah, s'implanter indépendamment. ouais, mais en fait, ce qu'on fait, c'est que on les écoute. Ils nous expliquent ce qu'ils veulent faire. Et puis, on essaye de trouver dans leur vision, en fait, on essaye de trouver quelque chose pour les aider à mettre en place ce qu'ils ont envie de faire, mais en essayant de tirer, bien sûr, sur la stratégie. Et ça, c'est pas facile parce que parfois, on a des clubs qui nous disent, mais nous, on reste comme ça. Mais alors, on leur dit, vous allez mourir. Mais c'est pas grave, on va mourir. On va disparaître. Bon, bah, très Alors, bien. vous leur direz à ces Euh, personnes ou à ces clubs que le thème de Non, ce non, podcast, il faut les dites-moi, comprendre. il faut Il les faut les comprendre, comprendre. oui, Il faut les mais comprendre. Alors, et nous, on a des solutions derrière. C'est-à-dire qu'on dit, ah, bah, on va pas changer un club qui fonctionne depuis des lustres comme ça. On le ah. laisse. Mais par contre, à côté de ce club-là, bah, on va créer une autre façon de faire du lyonisme. Le plus difficile, c'est de leur faire accepter qu'ils vont avoir un club à côté de chez eux et qui va faire du lyonisme d'aujourd'hui, en fait. Et vous avez dit juste avant, en fait, qu'ils s'en fichent même que leur club s'éteigne, on va dire. Oui, Donc, oui. je pense que c'est l'importance de mon message. C'est vous leur direz l'importance de la transmission et de l'héritage. Ouais, Et c'est justement le thème de ce podcast, ouais, l'héritage en mouvement. ouais. J'aimerais savoir que souhaitez-vous transmettre aux générations qui vous suivent? Ah, moi, je dirais, c'est. Je trouve qu'aujourd'hui, on manque d'initiative. C'est-à-dire qu'on a, comment dire ça, on subit en fait, il y a beaucoup de gens, de cadres qui subissent leur métier. Je trouve ça incroyable, quoi. Il y a tellement de choses à faire partout que puis c'est une vision tellement plaisante de la vie, en fait. C'est de dire, je suis pas victime d'aller au travail tous les jours, quoi. Enfin, je comprends pas quelqu'un qui se lève le matin en disant, ah, j'ai pas envie d'aller bosser. C'est dommage, quoi. On y passe quand même beaucoup de temps. Et puis il y a toujours tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à prendre en charge. Puis dès qu'on a un petit peu de responsabilité, on peut mettre en place des choses nouvelles. Bon, c'est parfois difficile dans certaines structures, mais il y a toujours quelque chose pour améliorer ce qui fonctionne. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on lâche là-dessus et que prendre des initiatives, c'est important. Dans tous les jobs, toutes les responsabilités qu'on a, puis il ne faut pas avoir peur d'essayer. Qu'est-ce qu'on risque?
On risque que ça marche pas, c'est pas grave. On aura au moins essayé de changer les choses, les adapter pour éviter qu'elles disparaissent. Et puis ça donne du plaisir, on est content de faire des choses. Ben, moi, quand je vois des réussites dans un pays ou dans un autre, c'est une satisfaction de voir que ça marche, que les gens sont contents. Puis on passe moins de temps à se disputer chipouiller sur des trucs qui servent à rien. Dans les clubs, c'est souvent comme ça. Et aussi l'importance de la continuité de cette initiative. Oui, alors continuité mais adaptation. Ouais, Hein, faut bien pas qu'on sûr. soit rigide. Mhm. Il faut toujours se mettre à la place de ceux qui ont besoin de nous et de se dire mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter quoi. Sinon, si on n'a pas cette ouverture d'esprit, moi il y a une chose que j'aime pas, c'est il faut que. Mhm. Faut essayer d'utiliser ça le moins souvent possible. Il faut que, ça veut dire, faut faire comme je vous dis qu'il faut faire, quoi. Et ça, bon, c'est pas bon parce que, d'ailleurs, là, moi, franchement, le Lions Club, c'est un exemple concret, quoi. Moi, quand j'ai, par exemple, les passes gouverneurs, donc ceux qui ont été dans la fonction de gouverneur, ils peuvent pas se mettre en accompagnement. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent dire comment il faut faire. C'est vraiment, ils sont câblés comme ça. Mais quand on leur dit, mais mettez-vous au service de ceux qui sont aux manettes aujourd'hui, donnez-leur un coup de main, et puis, ah oui, mais ils font pas comme il faudrait faire, parce qu'il faudrait plutôt faire comme ça, etc. Et donc, et je pense que c'est le risque de chacun d'entre nous, ce risque de prendre comme modèle ce qu'on a fait. C'est ça Vous qui êtes est. très, très flexible. Vous Mais êtes dans l'écoute. ça fait peur, ça fait peur Mhm. parce qu'on est complètement déconnecté de la réalité, mais on sait comment il faut faire parce qu'on a fait comme ça. Mais c'est terrible, ça. C'est terrible. Et ça rend les gens malheureux en plus, hein. Ça Les fait gens qui penser à nous de disent grandes ça, figures, de ouais, grandes mais figures publiques. Oui. ils sont Mhm. hyper malheureux parce qu'ils voudraient déployer le truc qu'ils ont toujours fait depuis toujours dans leur vie. Ils n'y arrivent pas, ils sont incompris. Enfin bon, ils rentrent dans un truc négatif. Puis c'est la vieillesse, quoi. On arrive au bout en disant, moi de mon temps, c'était vachement bien parce qu'on faisait ça. Oui, mais le temps là, il n'existe plus. Et c'est rare qu'on ait, mais ça arrive. Et ça, c'est une satisfaction pour nous quand on a des anciens qui viennent bosser avec nous et qui viennent nous accompagner. Et ces gens-là, ils sont heureux. Ils sont heureux de le faire. C'est formidable. Mais bon, ça, c'est difficile, hein. Et je Mais vais on revenir craque sur la question. Que souhaitez-vous transmettre aux générations qui vous suivent? Alors, j'ai dit tout d'abord ne rien lâcher, mais ça, je le remettrai. Euh, passer au-delà des contraintes, être positif, prendre des initiatives. C'est plutôt de l'attitude en fait. Après, le reste, faut s'adapter. On ne sait pas du tout de ce que sera fait l'avenir. Donc, Justement, Nicolas, quand vous regardez les prochaines années, qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans vos missions actuelles? moi, ce qui me plaît, c'est quand on met des jeunes. Alors, quand je dis des jeunes, hein, c'est des 35, 55, etc. Enfin, des jeunes lions en fait, des gens qui rentrent dans le mouvement. Alors déjà, ils s'aperçoivent de ce qu'on fait, parce qu'on n'est absolument pas connu auprès du grand public et les gens savent pas du tout ce qu'on fait. Et quand ils rentrent dans un nouveau club et qu'ils voient toutes les possibilités d'action qui leur sont proposées, mais c'est pas des actions qu'on leur demande de faire, c'est des actions que eux peuvent prendre sur leur territoire, des actions qui vont améliorer concrètement l'endroit où ils habitent, ou peut-être à l'autre bout du monde s'ils ont envie de faire des actions comme ça. Et ça, moi, je crois beaucoup à donner cette image de réussite et de possibilité. Comment dire, se dire que on a de l'or entre les mains. Il faut savoir ne pas le perdre. Voilà. Je sais pas comment exprimer ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. Je suis entièrement d'accord avec vous. Nicolas, si vous deviez résumer votre héritage en une seule phrase, quel message aimeriez-vous que l'on retienne de vous? Vous savez, je suis de passage, moi, hein. On retienne de moi. Je dirais, il y a un potentiel, il y a une petite lumière au sein de chaque personne et il ne faut pas l'éteindre. Voilà. Peut-être ça qui résumerait Il faut rester positif et puis il y a toujours des solutions à tous les problèmes.
Nicolas, Bon, c'est un peu merci. bateau, mais voilà, C'est ce que vous avez envie de laisser. ouais, c'est de la positivité, de l'esprit d'initiative. Voilà. Allez-y, quoi. Oubliez-moi et allez-y. Nicolas, merci pour cet échange riche en enseignements. Ah, je Votre sais pas. parcours illustre parfaitement l'idée que l'expérience acquise au cours d'une carrière peut devenir une formidable ressource au service des autres. À travers vos missions de formation, d'accompagnement et de développement du leadership au sein de Lions Club International, vous démontrez que la transmission ne s'arrête jamais. Merci d'avoir partagé avec nous votre vision du leadership et de l'engagement et de l'héritage. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ah, merci, merci à vous.